L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Le CJD, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et, on l'espère, inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Pierre Minaudier et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Corentin Leroux. Bonjour Corentin. Bonjour. Donc Corentin, vous êtes un ingénieur agronome de formation, je crois, spécialisé dans les outils numériques pour l'agriculture. Donc au départ avec plutôt un prisme d'analyse de données, vous avez fait une thèse au CIFRE, je crois, à ce sujet. Et vous avez quitté votre entreprise il y a 3 ans pour monter une société qui s'appelle Aspexit, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et dans laquelle vous participez pour questionner les enjeux et les usages du numérique en agriculture au travers de plusieurs activités. Donc vous rédigez des dossiers thématiques autour de sujets d'actualité. Vous avez lancé une plateforme aussi open source et collaborative pour référencer des outils numériques, notamment dans la production agricole. C'est ça. Et vous continuez toujours un ancrage autour de l'analyse de données en agro-environnement, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et on vous a invité aujourd'hui avec le CJD pour parler d'une association qui s'appelle Les Shifters. Donc vous allez nous expliquer un petit peu quelle est cette association et ce qu'elle défend au niveau local et aussi au niveau national. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous posons à chacun de nos invités quelques questions à réfléchir. Enfin, en fait, pas réfléchir, du tac au tac. On vous demande une petite réponse. Alors, vous êtes thé ou café le matin ? Thé. Thé, ok. Vous êtes plutôt lecture ou cuisine ? Lecture. Lecture. Sucré ou salé ? Salé au départ et maintenant un peu plus sucré. Ouais. Un peu plus sucré, donc dessert préféré alors ? Il y a le chocolat, j'avoue que j'ai un peu du mal. Le chocolat ? Chocolat, Ah bon, voilà. Bon, comme ça, on vous connaît un peu plus. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cette émission. Et donc, c'est quoi cette association, les Shifters ? Vous nous expliquez un petit peu, Corentin ? Ouais, c'est ça. Alors, les Shifters, c'est une association de bénévoles dont l'objectif, c'est d'œuvrer à la décarbonation de nos sociétés. On a plusieurs missions en tant que Shifter. Déjà, c'est d'essayer de se former soi-même aux enjeux énergie-climat, essayer de comprendre un peu ce qui se passe pour monter en compétences. On a une deuxième mission qui est l'objectif, c'est de sensibiliser et de diffuser un petit peu ce qu'on a appris une fois qu'on l'a appris un peu à différents publics, grand public, élus, fonctionnaires, collectivités, entreprises. Et je vais en parler juste après. La troisième mission, c'est de participer à diffuser les enjeux et les productions qui sont réalisées par une autre association dont on est très proche, qui est le Shift Project. Donc on participe à diffuser les rapports qu'ils produisent au travers de la société. Donc juste peut-être pour faire une petite distinction entre le Shift Project et les Shifters, parce que c'est deux choses qui sont même si on a des synergies très proches, ce sont des associations qui sont différentes. Donc le Shift Project, c'est une association aussi, loi 1901, qui a pour but d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Donc d'éclairer parce que c'est des gens qui produisent des choses, qui produisent du contenu, beaucoup de choses. Je vais pouvoir le détailler un petit peu après. Donc des rapports thématiques sur des sujets autour de la mobilité, autour de l'aviation, autour de la sobriété numérique par exemple. Là en ce moment, il y a beaucoup de buzz autour du plan de transformation de l'économie française qui a été réalisé par le Shift Project, qui est, si vous voulez, un plan dont l'objectif c'est de réfléchir à l'échelle de la France sur l'ensemble des secteurs de l'économie, donc l'industrie, la mobilité, le logement, etc., pour se dire comment est-ce que en 2050 on arrive à respecter les accords de Paris que la France a signés. Donc du coup le Shift Project a travaillé avec énormément de personnes, avec des salariés du Shift, avec des bénévoles aussi shifters pour réaliser ce travail-là. Et donc voilà, en tant que shifter, nous, en tant que bénévoles, on participe à diffuser notamment les rapports du Shift et ce plan de transformation de l'économie française à un public le plus large possible. L'association des shifters en local, c'est combien de personnes ? Ça va de où à où, cette association, en termes de territoire sur notre... Alors déjà, donc les shifters sont répartis dans le monde, donc il y a à peu près 16 000 bénévoles, donc et ça continue à monter de façon assez exponentielle.
On a des antennes locales, donc les shifters se répartissent en différentes antennes locales, donc pas tous les shifters, mais une partie d'entre eux. On a à peu près une cinquantaine d'antennes locales qui sont réparties dans le monde, avec, je dirais, 30-35 en France métropolitaine, et le reste qui est en Outre-mer et à l'étranger. Et donc là, effectivement, on a lancé en mars 2020 une antenne locale dans le Languedoc-Roussillon. Alors au départ plutôt autour de Montpellier, mais maintenant comme on commence à recruter des gens autour de Perpignan, d'Arles, d'Alès, etc. Donc on a ouvert un petit peu, et donc maintenant on s'appelle Languedoc-Roussillon. On est à peu près 120 personnes en local, en inscrits, et puis ça continue tous les mois. On récupère 5 à 10 nouveaux shifters qui rejoignent nos rangs. Les forces vives des shifters. C'est ça. Donc vous êtes une centaine de personnes, je suppose bénévoles, dans cette association, uniquement bénévoles. Vous avez des salariés ou pas dans l'association pour coordonner ou non, pas du tout tout. Bénévole. Alors vraiment pour faire la distinction entre le Shift Project et les shifters. Donc le Shift Project, c'est du mécénat d'entreprise. Il y a des salariés au Shift, donc des salariés en interne ou des experts qui viennent en appui au Shift. Et ensuite, nous en tant que shifter, on est vraiment complètement bénévole. Il n'y a pas du tout de salariés dans l'association. On vient en appui au Shift Project en tant que bénévole. Et donc quand pour nos auditeurs, s'ils sont intéressés pour venir vous rejoindre, en gros, les missions des shifters, c'est quoi l'agenda idéal de la semaine du shifter? Alors, donc toutes les antennes locales, du coup, ont des fonctionnements un petit peu différents, parce que déjà, ont des tailles assez différentes et des volontés de travailler sur des choses plus ou moins différentes. Nous, en local, on travaille beaucoup sur de la sensibilisation, donc on fait de la sensibilisation grand public. Donc l'idée, c'est d'animer des outils, des conférences, d'être présent sur des salons pour présenter les shifters et diffuser tout un tas de connaissances sur des thématiques précises. Donc là, par exemple, on a un partenariat très fort avec la fresque du climat. Donc je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais c'est un outil d'intelligence collective, un atelier collaboratif où l'idée, c'est au travers de petites imagettes, de comprendre les enjeux et les conséquences du réchauffement climatique. Donc ça, par exemple, c'est un des outils qu'on anime. On a développé un outil propre aussi au sein des shifters, qui est une conférence à destination, plusieurs profils de destination qui peuvent être du grand public, des entreprises, des élus. Où là, l'idée, c'est au travers d'une conférence d'une heure, 1h15, c'est de présenter les enjeux du dérèglement climatique et de donner un ancrage aussi assez personnel à ce qui se passe pour que les gens puissent s'identifier et se positionner. Donc on a ces outils-là, et puis on a au travers de la fresque du climat plein d'autres fresques aussi qui ont été dérivées. Il y a plein de personnes qui se sont inspirées de ces fresques-là. Au sein des shifters, on a développé la fresque de la mobilité. Donc l'idée, c'est de faire réfléchir sur les enjeux et les conséquences de la mobilité. Et puis après, on a tout un tas d'autres fresques qu'on peut aussi potentiellement animer. Donc en local, plutôt du coup de la sensibilisation, de l'évangélisation de la problématique auprès du grand public. C'est ça. Alors effectivement, moi j'aime pas trop le terme d'évangélisation, mais plus effectivement diffuser les connaissances. Alors en local, du coup, on a effectivement cette partie assez forte de grand public, et on essaye de se rallier à d'autres associations, notamment la Fresque du Climat, avec laquelle on est très proche ici en Languedoc-Roussillon. On essaye de faire de la sensibilisation aussi auprès des élus, des fonctionnaires, des communes, parce que c'est des gens aussi qui ont besoin de connaissances sur ces sujets-là. Donc on essaye d'aller les rencontrer, d'essayer de comprendre ce que eux font, de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. On intervient sur des concertations publiques, on réagit sur des documents d'aménagement du territoire. Donc notamment, on a réagi récemment sur le SRADET de la région Occitanie, donc le schéma régional d'aménagement du territoire, sur les plans climat au niveau de Montpellier Métropole. Donc vos réactions, par exemple, sur le SRADET, alors c'est un gros mot, mais un gros acronyme, mais globalement, quand vous dites réagir, quel a été le type de réaction sur un schéma régional d'aménagement du territoire ? Alors, ce qui est compliqué avec ces documents, c'est que ces documents qui sont extrêmement larges à l'échelle de la région Occitanie, c'est les territoires sont extrêmement variés. En plus. Déjà, il y a une grosse diversité, donc déjà c'est compliqué de faire quelque chose de très structurant pour l'entièreté du territoire. Ce qu'on note, ce qui est compliqué, c'est que les documents sont parfois un peu trop généraux et manquent d'objectifs et d'indicateurs assez clés qu'on peut mesurer, qu'on peut suivre dans le temps. Donc en fait, derrière ces documents généraux, en fait, on peut souvent y mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile pour nous.
C'est pour ça qu'on essaye de réfléchir aussi, au niveau aussi de documents plus locaux. C'est pour ça qu'on réagit sur les plans climat qui sont plutôt au niveau des métropoles. Mais ce qu'on retrouve régulièrement, effectivement, c'est toujours cette mise en avant de la neutralité carbone, souvent un mécanisme qui est assez mal compris, et sur effectivement des indicateurs ou des objectifs assez flous et qui donnent pas une véritable tendance et des objectifs clairs sur là où on doit aller en termes de décarbonation. Donc en général, on réagit là-dessus. Et nous, l'idée derrière, c'est d'aller participer aux concertations publiques, d'aller potentiellement essayer d'aller former, accompagner les élus des territoires sur ces sujets de transition. D'accord. Sur si on revient un petit peu au Shift Project, donc c'est un peu le plan général, j'ai bien compris, ça s'appelle le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. C'est ça, par son petit nom. C'est un petit nom qui a une grande ambition. Vous pouvez nous présenter peut-être rapidement pour les auditeurs de Radio Clapas sur 93.5 quels sont les grands axes du plan de transformation de l'économie française qui a été présenté par le Shift Project? Ouais, alors du coup c'est un travail qui a demandé 2 ans de travail et énormément d'experts. C'est un document qui est assez structurant sur plusieurs choses. Déjà c'est un document qui réfléchit non pas sur des aspects monétaires, mais sur des choses physiques. C'est-à-dire qu'on réagit vraiment en termes de qu'est-ce que ça va demander en termes de matériaux, d'infrastructures, d'emplois, si on veut atteindre une décarbonation. Et la question de l'argent, en fait, elle vient après. Donc c'est vraiment un travail technique, scientifique et sur les flux physiques. C'est un document qui est aussi structurant sur le fait qu'il y a vraiment un travail autour de l'emploi. Parce que l'idée, c'est de dire qu'on aura du mal à faire évoluer les mentalités ou faire changer les gens si on leur propose pas d'alternative ou d'aspiration sur l'emploi. Donc, sur tous les secteurs qui ont été travaillés, donc il y a une quinzaine de secteurs de l'économie qui ont été travaillés. Donc, que ce soit le logement, la mobilité, l'agriculture, l'enseignement, sur comment vont évoluer les emplois, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens puissent trouver du travail derrière. Tous les pans, tous les 15 secteurs qui ont été travaillés, ils ont été travaillés par des experts de ces domaines-là, des gens qui venaient d'entreprises de ce domaine-là. Donc en gros, c'est ce qui est proposé dans ce rapport, c'est pas des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, c'est vraiment des sachants qui ont travaillé sur le sujet. C'est des sachants qui ont travaillé effectivement sur ces sujets-là et qui ont essayé de travailler de manière très opérationnelle. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on travaille en fonction de la réglementation qui est en place, on essaye de travailler effectivement aussi sur des technologies qu'on sait qui existent et qui fonctionnent. On n'est pas en train d'imaginer des choses complètement incohérentes qui pourraient pas se passer. Et l'idée, c'est vraiment de dire, avec ce plan-là, en fait, on va donner des clés pour que... Mais c'est un plan sur 30 ans, c'est ça? C'est un plan effectivement sur 30 ans et pour que le prochain président ou la prochaine présidente qui arrive sur le prochain mandat puisse avoir des actions cohérentes, opérationnelles et réalisables tout de suite, dès maintenant, pour engager la décarbonation. Et il y a vraiment une volonté de se dire, OK, donc les actions qui vont être mises en place, elles peuvent être prises un peu indépendamment de ce qui se passe en fait en Europe ou dans le monde. Donc c'est vraiment des actions concrètes et opérationnelles qui peuvent être prises. Vous qui êtes un expert en agriculture, si j'ai bien compris, vous avez un exemple en tête de ce qu'il y a dans le plan au niveau de la filière agricole, par exemple? Alors, donc effectivement, moi je suis agronome de formation. Alors, ce qui est compliqué dans le secteur agricole, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement large et qui est complexe sous 2 formes. La première chose, c'est que c'est un des secteurs qui est les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et la deuxième problématique associée, c'est aussi un des secteurs qui va le plus subir les conséquences du dérèglement climatique. À la fois parce que... Donc c'est un des plus gros émetteurs et celui qui va en payer le plus les frais. Et en plus, ce qui est hyper intéressant dans ce domaine-là, c'est aussi un secteur dans lequel on va pouvoir stocker du carbone dans le sol. On parlait énormément de stockage de carbone dans le sol dans les infos en ce moment. Donc c'est un secteur hyper riche. Et ce qui est effectivement, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est qu'en plus, c'est effectivement le secteur qui va être le plus touché par les effets du dérèglement climatique, par des hausses de température, par des sécheresses, par des inondations, des choses qu'on voit déjà actuellement. Désertification des sols. Urbanisation galopante, effectivement, complètement. Et donc en agriculture, effectivement, les domaines qui émettent le plus de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation d'engrais minéraux azotés pour la fertilisation des plantes, c'est le fait d'avoir des cheptels d'animaux ruminants très importants qui vont dégager du méthane, c'est le fait d'utiliser du fuel pour faire tourner les machines agricoles. Tout ça, c'est des choses effectivement qui ont un impact très fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ce que je disais qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi plein de choses en agriculture pour stocker du carbone dans les sols en changeant les pratiques
agricoles qui sont utilisés actuellement. Donc, on pense beaucoup à l'utilisation de couverts végétaux, d'interculture pour stocker du carbone dans les sols. En élevage, ça va passer aussi par la diminution du cheptel pour effectivement... Donc en gros, on va manger moins de viande. Il y aura effectivement... Et plus d'asticots, ça. Alors effectivement, on va devoir aussi changer nos comportements, changer de mode de consommation, et ça va passer par manger moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité. Donc pour les agriculteurs, ce sera aussi hyper intéressant parce que du coup, ce sera des cheptels moins grands sur lesquels ils vont pouvoir travailler de façon beaucoup plus qualitative. Donc ça, c'est effectivement des choses importantes là-dessus. Et puis en termes d'emploi, en fait, on se rend compte, c'est ce que le PTF met en avant, c'est énormément aussi de main-d'œuvre qui va retourner dans la filière agricole. D'accord, donc c'est mettre plus de main-d'œuvre sur le terrain en utilisant peut-être un peu moins de machines et en faisant des choses plus proches finalement des sols et avec un stockage meilleur du carbone, si j'ai bien compris. Ça, en gros, je schématise, mais c'est à peu près ça. C'est ça, effectivement. Donc, donc ce plan de transformation de l'économie française, c'est une révolution pour vous? C'est un changement complet de paradigme ou c'est étalé dans le temps? Comment c'est vu par ces experts qui ont proposé ce plan-là? Pour ceux qui connaissent pas le plan, déjà, où est-ce qu'on peut le lire, ce plan? Alors déjà, donc ce plan, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce il y a pas longtemps parce que c'est un document qui est disponible en livre, qui est sorti en librairie, je crois qu'il y a eu peut-être 50 ou 100 000 exemplaires de vendus déjà, donc en rupture de stock pas mal d'endroits. Là sur le livre que j'ai ramené, effectivement, c'est un bouquin qui fait 250 pages, mais les rapports complets sont beaucoup plus longs. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a une quinzaine de secteurs qui a été analysés. Et pour chacun de ces secteurs, les rapports complets font une centaine de pages. Donc il y a 1500 pages à lire qui sont résumées dans ce bouquin en 250 pages. Ce qui est encore une fois intéressant, c'est que c'est vraiment des gens du domaine de chacun de ces secteurs-là qui ont travaillé sur ce plan-là. Donc c'est des objectifs qui sont assez ambitieux, mais qui sont réalisables, qui sont réalistes. Est-ce que c'est une révolution dans un... Oui et non. Effectivement, la tendance qui est actuellement dans l'ensemble des secteurs, c'est plutôt une tendance à la stagnation ou à la hausse des émissions. Enfin, on voit que les émissions ont du mal à baisser, sauf dans certains secteurs qui ont déjà effectivement commencé à enclencher une transition. Mais par exemple, dans le secteur des mobilités, le secteur de l'agriculture, les émissions carbone, elles diminuent pas forcément beaucoup. Donc, il y a effectivement un changement de façon de travailler assez important, un changement dans nos modes de vie. Et ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce travail-là, c'est que c'est une approche vraiment systémique qui a été faite. C'est-à-dire que vraiment, on travaille sur 15 secteurs en même temps. On travaille sur des flux physiques et pas sur des flux d'argent. Il y a vraiment un effet de bouclage qui a été pris en compte. C'est-à-dire que du coup, vu qu'on raisonne tous ces systèmes en même temps, on s'assure que d'un point de vue emploi, d'un point de vue ressources, d'un point de vue dynamique, c'est des choses qui sont cohérentes entre elles. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, on est dans la période des élections présidentielles sur ces propositions qui ont l'air d'être quand même complètes sur 15 filières de l'économie, sur finalement un projet abouti et complet, bouclé, comme vous le dites. Quelles sont les propositions qui ont percé, on va dire, dans l'enjeu à venir là, électoral, les choses que vous voyez qui sont reprises, les choses qui sont peut-être plus compliquées à faire passer au niveau des élections? Là déjà au niveau des élections présidentielles, ce qu'a fait le Shift Project, c'est il a demandé à l'ensemble des candidats à les présidentielles de leur proposer en tout cas des actions sur le sujet de la décarbonisation, sur le sujet de l'énergie-climat. Donc du coup, c'est les candidats qui ont fait des retours et qui sont en train d'être revus par les équipes des Shift Project et par les équipes des Shifters, et sur lesquels du coup on va proposer une analyse, un retour général. D'accord. Donc là, les retours des candidats sont disponibles sur le site du Shift Project et les analyses vont bientôt être disponibles. Après, de manière générale, effectivement. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il y a assez peu de candidats qui ont vraiment pris conscience, effectivement, des enjeux énergie-climat dans leur globalité. Et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, effectivement, assez rapidement. Assez fortement. Je reviens sur le local. Comment, si un de nos auditeurs est sensible à ce sujet-là, veut s'engager, comment il fait pour vous trouver? Comment ça se passe si on veut devenir shifter demain? Déjà, combien ça coûte? Parce qu'on est bénévole, mais je suppose qu'il y a une adhésion. Et puis, comment on vous trouve? Et c'est toujours la question associative, c'est comment je peux m'engager? Qu'est-ce que je peux apporter?
Alors, je vais juste revenir du coup effectivement sur ce qu'on fait nous en local en Languedoc-Roussillon. Donc, il y avait effectivement plusieurs actions de sensibilisation. Donc, il y a une partie sensibilisation donc sur le grand public, je disais avec des actions des outils d'animation un peu en tout genre pour sensibiliser différents types de publics d'ailleurs. On a une action aussi, on fait de la sensibilisation auprès des élus, des fonctionnaires et des territoires où, en tout cas, on va les rencontrer, on essaie de comprendre ce qu'ils font, de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner et on réagit sur des documents de concertation publique, d'aménagement du territoire, etc. On a aussi un aspect en local qu'on essaye de bien pousser parce qu'on se rend compte que ça marche bien, c'est de réagir sur des projets d'aménagement locaux. Et donc là, dans notre antenne locale, on s'est beaucoup intéressé sur les projets routiers. Donc, on a réalisé des bilans de gaz à effet de serre sur 2 projets, notamment l'année dernière sur le projet de contournement de la rocade d'Avignon. Et cette année, on a finalisé il n'y a pas longtemps un bilan de gaz à effet de serre élargi sur le contournement nord de Montpellier, où là, l'idée, c'était de faire réagir sur l'empreinte carbone des infrastructures. Donc en gros, qu'est-ce que ça coûte de mettre en place ce projet en termes de routes, d'élargissement de routes, d'ouvrages d'art, de parking, etc. Et derrière, de comment est-ce que les routes allaient être utilisées par les automobilistes, qu'est-ce que ça allait impliquer en termes de trafic induit, en termes d'évolution de trafic, etc. Donc c'est un document qui est disponible, qu'on a diffusé assez largement, parce qu'on considère que les enjeux énergie-climat sont pas du tout considérés dans ces projets routiers là. Donc ça c'est effectivement on va dire les 3 grands thèmes sur lesquels on travaille nous en local. Alors pour nous rejoindre, alors on aura très bientôt un site interne, Shifter, donc on l'attend avec impatience. Là, pour nous retrouver, il faut aller sur le site du Shift Project et remplir un formulaire d'inscription tout simple pour apprendre à se connaître. Et puis après, accéder aux outils de l'association. Donc on a un forum de l'association sur lequel on partage tout un tas d'informations. Il y a des newsletters, il y a tout un tas d'initiatives qui sont lancées sur lesquelles chaque shifter peut postuler. Donc on fait des appels à volontaires en fonction des besoins de l'association, des besoins des antennes locales là-dessus. Et donc voilà, donc en termes donc on a 16 000 bénévoles, je dirais qu'on a 4 ou 5 000 cotisants. Donc la cotisation est libre dans l'association et pour rejoindre l'antenne locale du Languedoc-Roussillon, on a une adresse mail, je peux peut-être la donner. Oui, bien sûr. Donc c'est languedoc-roussillon@theshifters.org. Donc là-dessus vous pouvez nous retrouver ou à partir du moment où vous rentrez sur le fichier d'inscription nationale, nous aussi on arrivera à vous retrouver et puis vous pourrez accéder au mensuel de l'association, voir comment ça se passe, comment fonctionne l'association et nous rejoindre juste après. Et vous, votre rôle, Corentin, dans cette association, vous avez quel rôle ? Alors moi, du coup, j'ai 2 rôles. Donc, je co-anime l'antenne locale du Languedoc-Roussillon depuis mars 2020. Donc ça fait bientôt 2 ans. Surtout depuis l'été 2021, on a vraiment des groupes de travail qui sont autonomes, bien structurés, donc ça avance bien, donc ça c'est super. Donc coordonner un peu les activités de l'antenne locale et puis participer à des travaux locaux. Et au niveau national, du coup, je suis aussi au conseil d'administration de l'association et donc je m'occupe en binôme d'un des domaines de l'association qui est du coup sur les antennes locales. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu les antennes locales en France et à l'étranger et on essaie de coordonner un peu les actions qu'elles peuvent avoir. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Il nous reste encore 5 minutes sur Clapas 93.5. Quel mot de la fin vous avez envie de laisser à nos auditeurs sur qu'est-ce qui est important pour vous de laisser comme message, soit par rapport au Shift Project ou aux Shifters ? Quelle est l'urgence aujourd'hui ? Un petit message pour les shifters, on a envie, on a besoin de recruter du monde et on est super content de retrouver de nouvelles personnes. Moi, ce que je me rends compte avec les personnes qui arrivent chez les shifters, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer mais qui savent pas forcément trop quoi faire. Moi, je pense vraiment que s'engager dans une association bénévole sur ces sujets-là, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai pris conscience effectivement de tous ce dérèglement climatique, de toutes les conséquences que ça allait avoir, de l'effet un peu systémique de ce sujet-là, j'ai commencé par beaucoup de boulimie d'informations, à lire énormément, à écouter beaucoup de podcasts, à écouter beaucoup de conférences. Et en fait, il y a un moment où on arrive à un seuil de saturation. Ouais. Et il faut faire quelque chose, il faut agir. Et je trouve que du coup, l'association des shifters, elle est intéressante en ce sens-là, parce que déjà, c'est une sorte de plateforme de rencontre.
C'est-à-dire que du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont un espace d'échange, un espace de convivialité. Enfin, la convivialité, c'est quelque chose qui est très fort pour les shifters. Ça se passe comment, la convivialité chez les shifters? Ça se passe au travers de mensuels, au travers d'apéros qu'on organise. Quand même, il y a des apéros dans l'association. On fait pas que travailler, non, on fait, au contraire, on fait aussi des événements pour se rencontrer. En fait, et moi, je me rends compte au local, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de discuter, parce qu'ils n'ont pas ces moments ils ont pas ces espaces et ces moments d'échange, dans leur entreprise, avec leurs proches, avec leur famille, et du coup, ça leur fait du bien de venir discuter et d'échanger sur ces sujets-là. Et puis après, une fois qu'on a passé ce pas et qu'on a envie de s'engager, effectivement, il faut se mobiliser. Alors, forcément, ça prend un petit peu de temps. Si on veut s'engager sur des actions de sensibilisation, ça, c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement. Il y a des outils sur lesquels on peut se former assez rapidement et les déployer massivement. On peut agir, du coup, au niveau grand public, mais on peut agir au niveau de son entreprise. Donc il y a des shifters qui agissent directement au niveau de leur entreprise ou au niveau des entreprises. Comment ça se passe concrètement? Il y a du temps volontaire qui est laissé par les entreprises ou c'est vraiment sur le temps personnel aujourd'hui? Alors j'aurais plutôt tendance à dire que c'est sur le temps personnel, mais après du coup nous en local on a des jolis exemples avec effectivement des gens qui sont intervenus au niveau de leur CE, au niveau de leur CSE pour du coup faire prendre conscience de ces sujets-là. Et on a des shifters qui ont par exemple réussi à organiser des fresques du climat pour l'ensemble dans leur entreprise, et c'est en passant du coup par leur entreprise qu'ils ont réussi à le faire, parce que dès qu'on est en interne c'est toujours beaucoup plus facile de toucher, on a les contacts, on a les réseaux, etc. Et voilà. Et au niveau de l'association nationale, là, on se rend compte aussi qu'il y a des réseaux d'alumni, d'anciens élèves qui ont l'occasion de toucher aussi beaucoup d'entreprises, et on essaye de voir comment est-ce que potentiellement on peut, via des anciens des shifters dans des réseaux d'alumni, comment est-ce qu'ils peuvent diffuser au maximum ce qu'eux ont envie de faire ou ce qu'eux ont fait au travers de l'entreprise. D'accord. Mais c'est déjà la fin de cette émission L'économie au service de l'homme. Merci Corentin pour nous avoir partagé cette passion du Shift Project et des shifters. Merci. Et espérons que effectivement ce plan de transformation de l'économie française puisse voir, alors si ce n'est 100% de complétude de projet, mais en tout cas une avancée. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Pej, le directeur de l'antenne, et l'équipe de Clapas 93.5, à notre invité bien sûr Corentin Leroux, et enfin à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio de Radio Clapas. Vous pouvez retrouver les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD Montpellier, ou encore Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes de streaming dignes de ce nom. Vous pouvez contacter le CJD de Montpellier via Facebook ou LinkedIn. À la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vos proches et surtout de vous.